On est parfois à des allures de 50, 60 et sur le Tour du Qatar, parfois ça roule à 60 km/h. Donc j'ai même envie de vous dire que parfois, pour des raisons de sécurité, c'est à la limite mieux qu'il n'y ait pas grand-chose sur la gauche ni la droite de la route. Mais voilà, je pense que ça choque pas vraiment les coureurs. Faudrait leur poser la question d'ailleurs. Moi je peux pas vous le dire, je l'ai jamais disputé en tant que coureur le Tour du Qatar. Jamais? Eh non, jamais. Ça a été créé en 2002 et à l'époque j'étais plutôt franco-français en termes de programme. Donc j'allais sur Bessèges, j'allais sur le Tour méditerranéen, j'allais de temps en temps à Majorque et bêtement j'allais pas au Qatar. J'aurais dû y aller. Alors vous parliez de victoire, hein. C'est vrai qu'il y a encore quelques équipes qui n'ont pas réussi à remporter de courses cette année, et je pense notamment aux équipes World Tour. On parlait tout à l'heure de Sacha Modolo, et je pense que ça ferait un bien fou à la formation Lampre-Mérinos si Sacha Modolo venait à remporter cette étape. Donc probablement que cette formation Lampre va essayer de tout faire pour bien emmener son Sacha Modolo, qui est pas mal, hein. Modolo marche pas mal, il lui manque ce petit plus qui peut faire de lui un vainqueur d'étape. Le carnet de route est ouvert pour Katusha avec Christophe, il l'est avec la formation Dimension Data et doublement avec la victoire de Boasson-Hagen hier et celle de Cavendish sur la première étape. Bon, pour la formation FDJ, elle n'est pas présente, et AG2R la mondiale, mais ça va être compliqué, on n'a pas vraiment de sprinter capable de rivaliser ici. Moi je pense que la formation Lampre peut logiquement essayer d'envisager une victoire. Pas vous dire que ça serait une surprise de voir Modolo battre un Cavendish ou bien un Christophe, mais c'est dans le domaine du possible. Allez, Preben Van Eyck qui relance. L'écart a légèrement augmenté. Je vous rappelle l'information principale du jour. C'est Cédric Vasseur qui va vous commenter le sprint d'arrivée. Ça vous fait plaisir de dire ça? Ah, je vous mets un peu la pression. Ouais. Moi je la connais bien cette arrivée, hein. Ah oui, ouais, Ouais. vous avez été sur place. Je sais qu'il faut être placé au rond-point, Ouais, après voilà, après bon. Non mais dans les cas, vous savez ce que je vous propose, c'est que dans les 10 derniers kilomètres, on change les rôles. D'accord. Je vous remplace, voilà, pas Ok. évidemment avec le même talent, hein, au rôle de consultant sur les 10 derniers kilomètres et vous me remplacez aux commentaires. Et vous faites le sprint d'arrivée. Ça vous va? Ça me va, Allez, ça me va, ça me va. Patrick Recht en première position. Preben Van Eyck. Moins de 20 km désormais. Oui, hein, les coureurs remontent cette longue ligne droite qui va les amener à la flamme rouge pour passer une avant-dernière fois sur la ligne d'arrivée. Et c'est probablement sur cette portion, vous voyez, qui n'est pas très étroite. Le revêtement n'est pas non plus de très bonne qualité, hein. D'hélicoptère, c'est difficile à apprécier, mais sur place, bon, c'est pas non plus, c'est pas une vraie autoroute. Et c'est sur cette petite portion où si le peloton décide d'accélérer à 55-60 km/h, on peut voir pourquoi pas des cassures, des coureurs qui vont un peu sur le bas de côté. Vous voyez, hein, dès qu'on sort, dès qu'on s'écarte de la route, ça devient problématique. Donc pourquoi pas voir une vingtaine de coureurs se dégager et venir se disputer la victoire finale. Et vous le voyez, hein, maintenant on est à 49 secondes, donc le tableau de marge des équipes de sprinters fonctionne parfaitement. Et il me semble, alors il faudrait revenir sur l'image du peloton, mais vous voyez, hein, le peloton qui, vraiment ça se promène un peu, hein, dans le peloton, on n'est vraiment pas très rapide. Simplement le peloton temporise et il doit être sous la conduite des équipiers de Boasson-Hagen. Ça aurait un peu été une journée de repos pour les coureurs aujourd'hui, hein. Ouais, ça aurait été assez tranquille, on va pas se le cacher. Moi, je le dis de façon ironique, hein, parce qu'ils auront quand même parcouru 189 km, mais c'est vrai qu'avec l'intensité d'effort qui règne actuellement sur cette étape, on ne peut pas dire que ça aurait été l'étape la plus difficile physiquement. Non. Loin de là, hein. C'est même peut-être l'étape la plus facile depuis le début. Absolument. Ce qui doit arranger bon nombre de coureurs. Si on veut rallonger, on termine pas trop entamé et on peut facile rajouter 60, 50,
kilomètres au compteur pour préparer les classiques. Tout à fait, d'autant plus que les coureurs, s'ils rentrent à vélo sur Doha, ça se situe au sud, vont pouvoir bénéficier d'un vent favorable. Donc 80 km avec un vent favorable, c'est parfait. Il y a un Patrick Gretsch qui a des jantes un petit peu plus hautes que les autres concurrents de l'échappée. Anthony qui dit sur le hashtag vélo extra, j'espère pour Cédric Vasseur qu'il n'y aura pas de chute, sinon il va paniquer. Non, non, vous inquiétez pas, il va pas paniquer. Non, non. Bah, en général, c'est vrai que je suis pas vraiment habitué parce que moi, j'allais pas me mêler au sprint, hein. Je regardais ça de loin, je levais un peu la tête pour voir ce qui se passait. Vous n'étiez pas kamikaze. J'ai jamais vraiment assisté à un sprint en direct aux premières loges, hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que bah, le problème, c'était pas vraiment le sprint en soi, c'est souvent les kilomètres qui précèdent et là. Des fois, je me disais, ils sont cinglés. Hein. Bon, de toute façon, ce qu'on a tendance à dire à un jeune coureur qui arrive chez les professionnels, qui a déjà un petit peu d'expérience parce qu'il a couru les courses amateurs, les courses élites, c'est soit tu es devant, soit tu es derrière. Mais jamais au milieu du peloton. Hein. Oui, mais un jeune a du mal à te comprendre au début. C'est-à-dire que même quand il est au milieu, il insiste, il essaie d'aller devant. Et c'est souvent à ce moment-là que ça... En général, ça tombe pas dans les 10 premières positions, c'est très rare. Quand on est dans les 10 dernières non plus, on ramasse les morceaux. Mais alors quand on est au centre, là par contre, et le problème souvent si vous voulez dans un peloton, c'est que même si vous avez les moyens d'éviter une chute parce que vous avez le temps de réflexe suffisant pour freiner, derrière parfois les coureurs sont un peu étourdis, ont un temps de réflexion qui est plus long et paf, vous venez, vous faites percuter par 2, 3 voire 10 coureurs et là forcément c'est pas terrible. Ouais, on voit Patrick Gretsch se retourner, là il a compris, hein, 34 secondes d'avance. Avant même de passer sur la ligne d'arrivée, alors qu'il restera encore environ 14 km, les carottes sont cuites. Hein. Ouais, clairement. Là, on peut le dire. Bon, on ne se faisait pas d'illusions. Hein. De toute façon, l'enjeu principal de cette étape, qui n'aura pas... Bon, je m'avance un peu. Non, je vais attendre. Qui n'aura pas ça. quoi? J'allais dire qu'il n'aura pas d'incidence pour le classement non, général. Là, il faut, tant que la ligne n'est pas passée, on n'est pas à l'abri malheureusement d'une faute d'un coureur, d'une chute qui emmène quelques coureurs, voire un Cavendish, un Boasson-Hagen. Non, franchement, je pense qu'il n'y a pas d'étape sans risque dans le cyclisme. Même dans les 500 derniers mètres, on peut faire une faute. La preuve, regardez le deuxième jour, hein, il y a eu une chute qui a mis Sam Bennett notamment au tapis, Sorensen. Donc évidemment, non, il faut rester vraiment prudent, concentré et j'ai envie de vous dire que maintenant il va falloir redoubler de vigilance parce qu'on va avoir une petite nervosité qui va monter crescendo une fois qu'on va passer la ligne pour aborder le dernier tour. Et là, évidemment, ça va plus être la même histoire. On roule tranquille. D'autant que contrairement aux années précédentes, depuis 2016, on a le droit d'utiliser les oreillettes, hein, ce qui n'était pas le cas puisque on n'était pas sur une épreuve World Tour. Exactement, hein. L'UCI a permis aux équipes maintenant d'utiliser les liaisons radio, donc bon, de l'écart qui les sépare de l'échappée, donc on n'a pas vraiment besoin du directeur sportif. Je vois pas d'ailleurs ce que ça peut apporter de plus, quoi. Une oreillette? Non mais pourquoi on est revenu aux oreillettes, c'est vrai, sur ce type d'épreuve? C'est quoi l'argument? Non mais le risque réel... sortez pas l'argument sécuritaire quand même. Bon, l'argument sécuritaire vaut pour toutes les courses bien sûr, mais le vrai risque sur ce genre de course, c'est quand même d'augmenter la probabilité d'arrivée massive, et ça plaît pas forcément au public, ça plaît pas forcément aux organisateurs. Donc c'est vrai qu'une course avec ou sans oreillette parfois n'a pas le même impact.
on peut se retrouver avec des situations de course singulières, c'est-à-dire un coureur d'une équipe qui roule dans un premier groupe et ses équipiers qui roulent derrière parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un coureur devant. Mais à la limite, c'est ce qui fait la beauté du cyclisme aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi je pense que bon, tout simplement les structures cyclistes aujourd'hui, c'est Weinand, il me semble, qui attaque, un Martin Weinand de la formation Lotto Jumbo. Attaque de Weinand. Alors on prépare peut-être le terrain aussi pour un certain Moreno Offland. Pourquoi pas? Ah non, on se retourne. On va essayer de créer une bordure. On va tenter de créer une bordure. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein, ça, c'est le. Alors, ça va être intéressant de voir si cette petite accélération va vraiment étirer le peloton, non pas actuellement, mais surtout pour le dernier tour, parce qu'évidemment, on tente, on teste. Et Boasson-Hagen, pas de problème, il est bien présent. On voit que les équipiers du leader viennent se repositionner en tête. Voilà, on occupe la moitié de la route. Et on essaie de créer une bordure. Donc au prochain passage, attention à cet endroit, il faudra vraiment être dans les 10 premières positions. Bon, c'était déjà la... Oh, une chute. Une chute avec un coureur de la formation Stolting qui là est au sol. Ouais. Il s'agit de Dias Omirzakov. Un des rares Kazakhs qui ne court pas pour Astana. Oui, problème au bras ou à la clavicule. Hein. Il n'avait pas non plus de gants, vous voyez. Hein. Quand on roule sur des routes comme ça, il faut quand même mettre des gants pour protéger un peu les poignets. Ah non, c'est Thomas Kopp, plutôt rectificatif. On n'est pas mécano visiblement. On va revoir ce qui s'est passé dans ce peloton. Ouais, il est tombé à droite. Ouais, hein. Je sais pas ce qu'il a fait. Ouais. Il est parti tout seul au sol. En tout cas, il a entraîné personne avec lui dans cette chute. Mais voilà, tout simplement, vous voyez, hein, la nervosité, il a fallu combien? 15 secondes d'accélération pour que des coureurs aillent au tapis. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, dans ces 15 derniers kilomètres, il va falloir rester extrêmement vigilant et surtout bien entouré. Hein. Quand je parle d'être bien entouré, je pense aux coureurs qui jouent une place au classement général. Je pense à ceux qui visent une victoire d'étape, aux sprinteurs, à Mark Cavendish, à Sam Bennett, à Guardini, à Modolo, à Palini. Moreno en Flandre, on l'a vu, a déjà demandé à son équipe de rouler. On a aussi un certain Roy Jans qui a fait une belle petite place récemment. Et regardez, hein, c'est toujours cette formation Lotto Jumbo qui mais ça fait mal. Hein. Regardez, il y a quelques petites cassures dans ce peloton, même s'il n'y a pas énormément de vent. Visiblement, on peut faire casser ce peloton avec un dernier tour. Encore un tour à couvrir. Ouais, on a une première bordure qui s'est formée là, Cédric. On va surtout essayer de regarder les coureurs qui se sont fait piéger. J'ai l'impression que parmi ceux bien placés au général, on ne doit pas être dans la deuxième bordure. Alors on a Van Avermaet aussi qui est bien présent, Moreno Offland, on a Cavendish qui est là sans aucun problème. Dernier tour, la cloche, avec des coureurs intercalés entre les pelotons. Allez, on va faire une dernière respiration. Et c'est Cédric qui va prendre la barre pour les 10 derniers kilomètres. Ah, le dernier kilomètre, attention. Le dernier kilomètre uniquement ? Pas les 10 derniers. Bon, ok, très bien, le dernier kilomètre. Ça va être monotone sans vous, les 10 derniers kilomètres. Non. Allez, on fait une courte du Tour du Qatar et Cédric, ça s'anime grandement avec l'accélération des coureurs de la formation Lotto Jumbo. Ah oui, absolument. Là, on a vraiment une phase de course qui a complètement changé avec Sorensen ici qui porte le maillot blanc. On a des coureurs sous l'impulsion tout simplement des équipiers de Moreno Offland. On aperçoit Greg Van Avermaet aussi dans ce groupe. Là, on a un premier groupe qui est en train d'exploser complètement. Boasson-Hagen sans aucun problème, vous voyez, est ici en 3e position. Mais j'ai l'impression qu'il est plus accompagné de beaucoup d'équipiers. Edvald Boasson-Hagen, regardez, il est seul. Et intelligemment, il vient se positionner en première place pour ne pas être dans le vent. Ah si, il y a un coureur de la formation. Ouais, mais il faudrait voir où se trouve Mark Cavendish. Hein. Je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu Cavendish pour l'instant aux avant-postes. On a Quinciato qui est bien présent. Alexander Christophe qui est là en 2e position, qui va passer son relais. C'est lui, hein. C'est lui qui est là en première position, Alexander Christophe. Aucun problème pour lui. Oui, toujours Sorensen pour la... J'ai pas aperçu Cavendish. Non, pour l'instant, on ne voit pas. On ne voit pas Mark Cavendish. Ouais. Et on est une trentaine de coureurs. Regardez comme c'est dur là. Et là on retrouve le coureur de la formation Stolting qui a été victime qui est touché au bras. Ouais, Thomas Kopp.
Ouais, ça va se terminer pour lui, hein. Il vaut mieux dans ces cas-là aller immédiatement voir l'infirmerie parce que là il est quand même bien touché. Michael Scher en première position, 8 km 900. Si, il est là, Cavendish. Il est là, il est dans le vent. Ouais, il est là, mais regardez, Boasson-Hagen doit se débrouiller seul face à 4 BMC, face à 3-4 Katusha, face à 4 coureurs. Mais il est facile. Hein. Ah, il se promène, Regardez, il mais est tranquille dans imaginez les roues. une crevaison. Ah oui, bah oui. Donc on est quand même toujours mieux d'être entouré et vraiment un gros travail collectif de la formation Lotto Jumbo. Nous l'avons vu, hein, c'est cette formation qui a accéléré. Et une seule accélération aura suffi pour créer cette cassure. Donc maintenant on a vraiment un scénario type que l'on retrouve sur des classiques flandriennes où il faut absolument remonter, rester protégé parce que les coureurs qui restent dans les dernières positions sont évidemment un petit peu plus en danger. Et là on se bagarre, hein, autour de la 15e, 20e position, on aperçoit Marc Cavendish. Ah, crevaison pour Boasson-Hagen. Justement, on en parlait. Ah là là, il faut immédiatement changer et je pense que c'est Cavendish qui va lui donner... Non, c'est pas Cavendish. Non, c'est Tyler Farrar qui vient de s'arrêter. Alors là, attention. Crevaison de la roue avant et là ça change complètement la donne, notamment pour Edvald Boasson-Hagen. Et surtout, je vous le disais, il manque évidemment de coureurs. Oh là là, il va perdre des secondes importantes. Ça va être compliqué pour Boasson-Hagen. Là, c'était pas Tyler Farrar qui s'est arrêté pour lui redonner sa roue, mais c'est reparti. Il aura 2 coureurs avec lui. Mark Renshaw, ouais, c'est Mark Renshaw de et Tyler Farrar me semble-t-il. Tyler Farrar c'est sûr, c'est lui là en première position. Et là immédiatement, non, on s'arrête une deuxième fois. Oh, c'est pas bon, c'est très mauvais. Changement de vélo. Non mais là il perd quasiment une trentaine de secondes sur un coup comme ça. Hein. Ah bah c'est clair, c'est le maillot qui s'envole. Mais bon, faut pas s'affoler au sein de la formation Dimension Data parce qu'on a toujours à l'avant de la course Marc Cavendish qui devient du coup leader virtuel de ce Tour du Qatar. Ouais, il a un vélo beaucoup trop petit. Trop petit, bon il est costaud, hein, Edvald Boasson-Hagen, il va essayer de rivaliser mais je pense pas malheureusement qu'à l'avant on diminue l'allure. Il faudrait voir avec un petit écart GPS, il peut bénéficier de 4 coéquipiers ici pour l'aider. Ouais, ça sert à rien de s'énerver là, ça sert à rien. C'est Mark Renshaw, hein, Mark Renshaw qui est en train d'essayer. Alors ce qu'il faudrait dans un premier temps c'est rentrer sur le groupe de devant. Ah mais ça va être difficile, hein. Comment, regardez il est tout petit, tout bas sur son vélo. C'est dommage et regardez la formation BMC qui elle ne va pas ralentir évidemment, elle va même intensifier l'allure dans ce groupe. Le Tour du Qatar est en train peut-être de basculer là. Oui, Marc Cavendish qui est bien présent dans ce groupe, qui peut récupérer le maillot or de leader. On continue de tourner dans cette portion, ne s'est pas fait piéger pour Cavendish. Sacha Modolo est présent, Sam Bennett est présent pour l'équipe Bora-Argon. On a également Van Avermaet, Alexander Christophe, Moreno Flandre pour la Lotto Jumbo. Et on annonce 36 secondes. 36 secondes de retard pour Edvald Boasson-Hagen. 36 secondes, alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure au classement général et il faut se repencher immédiatement dessus. C'est virtuellement maintenant Marc Cavendish qui possède le leadership puisqu'il était à 26 secondes d'Edvald Boasson-Hagen. Heureusement que Marc Cavendish faisait partie de ce groupe. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il arrive un problème à Marc Cavendish et nous le voyons, hein, sont essentiellement la formation BMC de Manuel Quiniciato et Greg Van Avermaet qui travaillent. Du côté de la formation Katusha, on met simplement un coureur pour rouler. On a Daniel Hoss qui est présent, Quiniciato, Greg Van Avermaet, Michael Scher, on a Sam Bennett à l'arrière. Et encore une fois, on a une grosse présence, hein, de la formation BMC. Collectif qui est bien rodé en ce début de saison avec Greg Van Avermaet, Daniel Hoss qui travaille et derrière on va essayer d'opérer la jonction. Ouais, on va essayer d'opérer la jonction au sprint et là regardez, malheureusement le problème c'est que Boasson-Hagen ne peut pas vraiment compter sur beaucoup de coureurs et on a 2 coureurs de la formation Dimension Data, un coureur de la formation Astana qui roule. Pour l'instant toujours 33 secondes d'annoncer. Est-ce qu'on peut revenir selon vous Cédric en 5 km 500? Est-ce que c'est jouable pour Edvald Boasson-Hagen? Bon, on l'a vu qu'il a une force de cheval, hein. Oui. Alors pourquoi pas revenir à 15-20 secondes mais c'est difficile sur un vélo qui n'est pas à sa taille, hein. C'est difficile, je crois que l'objectif maintenant pour Boasson-Hagen c'est tout simplement de limiter la casse. Parce que pour la formation Dimension Data, n'oublions pas quand même que Marc Cavendish est à la 2e place au classement général et que virtuellement pour le team Dimension Data c'est pas une catastrophe, c'est un problème pour Boasson-Hagen bien sûr. Regardez, on voit l'écart, hein, actuellement 35 secondes, ouais, ça se stabilise. Ça monte, on était à 33, 34, 35 et regardez maintenant. Et on repart, on en remet une couche du côté de la formation Lotto Jumbo. Coup de force aujourd'hui de l'équipe néerlandaise.
faudrait s'écarter encore un petit peu plus pour carrément mettre tout le monde dans la bordure. Alors je pense que le but maintenant évidemment pour cette formation, c'est d'essayer de mettre en difficulté à la fois Mark Cavendish et Alexander Kristoff, qui sont deux coureurs qui ont une belle pointe de vitesse. Il faudrait essayer de faire scinder ce groupe de tête encore en deux parties. Là il faut laisser rentrer personne dans la bordure, hein. C'est ce qu'ils font actuellement. Ah, il n'y a pas de cadeau à faire. Hein. Non, c'est du tableau noir, hein. C'est superbe là ce que fait actuellement la formation néerlandaise. Et regardez, du côté de Boasson-Hagen, on a compris, là on prend vraiment toute la largeur de la route pour inciter le maximum de coureurs à passer. Et probablement Guardini est piégé aussi, hein. Regardez la formation Astana qui roule. J'ai pas aperçu de maillot de la formation Astana à l'avant. Il a du mal hein, sur un vélo qui n'est pas à sa taille. On n'a pas les mêmes sensations, on toxine plus rapidement. Ah ouais, là les quadriceps sont sollicités un peu plus, hein. On a l'impression qu'il fait du squat dans une salle. Danielos qui a été absorbé par le groupe Boasson-Hagen. Alors regardez le relais puissant de Boasson-Hagen, mais personne n'est capable de prendre sa roue. Bon, il y a quand même là une petite faiblesse du groupe Dimension Data, parce qu'il s'est vite retrouvé seul. Hein. Est-ce qu'il est là, Cavendish? On l'aperçoit pas pour l'instant. Il y était, hein. Ça c'est une certitude. On a Sacha Modolo. On aperçoit le maillot Lamprey. S'il est là, Cavendish, regardez. Il est là, il est à côté de Sacha Modolo à l'arrière. Par contre, on n'a pas la présence de Guardini, il me semble. Donc, en ce qui concerne les sprinters, pour l'instant, visiblement, numéro 1, je dirais Cavendish, numéro 2, Kristoff, numéro 3, Modolo. C'est le classement d'aujourd'hui. Vous vous préparez? Je me prépare. Et Moreno à Flandre, hein, il a l'air d'être sûr de lui aussi. L'équipe va vraiment bien travailler pour lui. Ah, super, bon, ce final tout de même avec un... Il va falloir bien sûr regarder le chrono. S'apprête à enclencher le chronomètre hein, pour Edvald Boasson-Hagen qui est en grand danger. Bah, qui est surtout en danger de perdre son maillot, parce qu'imaginez que Mark Cavendish vienne à l'emporter, il empocherait encore 10 secondes supplémentaires. Ça relance complètement ce Tour du Qatar. Ça le met en position de leader. Donc Mark Cavendish a tout intérêt à essayer de jouer la gagne aujourd'hui. Il y avait 26 secondes, hein, 26 secondes. Oui, 26. Très exactement sur Mark Cavendish au classement général. Pour l'instant, il peut potentiellement sauver son maillot. 45 sur Alexander Kristoff. Ce qui signifie que si Kristoff s'impose, si on reste à 31 secondes, il conserve son maillot hors de leader. Ouais, bah, l'idéal pour Edvald Boasson-Hagen, ça serait, oui, effectivement, de voir ce scénario. Voilà, Guardini qui a été piégé. Bon, après, le problème, c'est que quand on se retrouve dans un groupe comme celui-là, on est souvent avec des coureurs qui sont un peu plus faibles physiquement que ceux qui se trouvent dans le premier groupe. Donc ça roule un peu moins vite. Mais regardez, on arrive quand même à maintenir l'écart aux alentours de 30-35 secondes globalement. Ça ne bouge plus. C'est un coup à choper une tendinite, là, ce que nous fait actuellement Edvald Boasson-Hagen. Ça va aller, hein. Il aura fait 10 km sur un petit vélo. Et là, vous voyez, on est rentré dans les 3 derniers kilomètres. On commence déjà la phase de sprint. On aperçoit Andersen pour la formation Giant Alpecin. Allez, on a une vingtaine de coureurs. Ce qui peut favoriser Edvald Boasson-Hagen, c'est qu'on va assister sur le dernier kilomètre, 1,5 km peut-être. On va un peu temporiser, on va essayer de se replacer. Je pense pas. Non, ça va pas ralentir. Je pense pas. Je crois qu'on va vraiment regarder la formation. Katusha est déjà en train de se mettre en position pour bien amener Alexander Kristoff. Le sprint va être lancé de très loin. Et ça, évidemment, ça risque de faire perdre encore quelques secondes. On pourrait même finir à 40 secondes, hein. Attention. Hein. Allez, l'équipe United Healthcare, on aperçoit notamment Edvald Boasson-Hagen qui se bat sur sa machine. On vient avec coureur notamment, c'est Mark Renshaw, me semble-t-il, qui vient rouler à son tour pour essayer d'emmener Edvald Boasson-Hagen. Ouais, c'est difficile. Hein. Il n'est pas sur son vélo, il a déjà fait des efforts, il toxine un peu. Hier, il a fait un chrono exceptionnel. C'est dommage ce qui s'est passé sur les routes. Et regardez la puissance dégagée par la formation Katusha qui est en train d'étirer ce groupe de tête. Alors il faudrait que la Mark Cavendish vienne dans la roue d'Alexander Kristoff. C'est Van Avermaet pour l'instant qui est bien placé dans la roue d'Alexander Kristoff. Voilà, Cavendish essaie de remonter dans les cailloux. Attention de ne pas sortir de la route. 500 mètres, c'est à Cédric qui va nous commenter ce sprint d'arrivée avec la formation Katusha qui roule actuellement. Alexander Kristoff, grand favori, c'était lui le plus rapide lors de la deuxième étape. Il a devancé Mark Cavendish. Gros travail d'Edvald Boasson-Hagen qui donne tout pour limiter l'écart. On demande notamment Danielos qui demande à la moto de s'éloigner. 1 km 200.
Et, voilà, flamme rouge pour les coureurs de la formation Katusha. Le train d'Alexander Kristoff est parfaitement en ligne. On aperçoit Greg Van Avermaet dans la roue d'Alexander Kristoff. On a Mark Cavendish qui est un petit peu plus loin mais qui est quand même bien placé. Voilà ce dernier rond-point et puis ça va être tout droit avec un vent qui vient légèrement de la droite. Donc on va sprinter sur la gauche de la route. Vous voyez, là franchement Alexander Kristoff est dans un fauteuil. Et par contre Moreno Offland, vous voyez, s'est fait piéger. On n'est pas dans la première position. On s'attend donc entre un match entre Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, Sam Bennett et puis probablement Mark Cavendish qui est quand même assez loin. Pour l'instant toujours pas de souci, le train qui continue, Manuel Equinciato bien placé dans la roue d'Alexander Kristoff. Avec Cavendish qui va essayer de faire l'extérieur dans le vent et Kristoff qui passe à l'intérieur sans aucun problème. Ça va être difficile, ça va être compliqué d'aller chercher Alexander Kristoff. Seul Greg Van Avermaet est dans la roue mais il n'a pas la puissance. C'est Kristoff qui va s'imposer une nouvelle fois aujourd'hui sur cette ligne d'arrivée avec un travail phénoménal de la formation Katusha. Bravo Alexander Kristoff qui empoche au passage 10 secondes de bonification. On va rester focalisé sur le chronomètre parce qu'attention, Edvald Boasson-Hagen va perdre beaucoup aujourd'hui. Très très beau travail effectivement de la formation Katusha, c'était du billard, aucun problème pour lui. Il s'impose encore une fois. Arnaud Gérard qui en termine. À l'instant, il y avait 26 secondes et très exactement 45, donc 35 avec les 10 secondes de bonification. Il faudrait revenir là sur la ligne d'arrivée pour voir notamment Edvald Boasson-Hagen. Cédric, ça va être juste, ça va être trop juste pour Edvald Boasson-Hagen. Ça va être trop juste pour conserver son maillot de leader. Et alors il va falloir faire un calcul rapide, mais je pense que c'est Cavendish qui va quand même prendre ce maillot. Bon ben on n'a pas de chrono, non. On n'a rien. C'est dommage, en tout cas. Il peut être déçu, hein. Il peut être déçu parce qu'à la pédale il n'aurait jamais été battu aujourd'hui, il aurait même pu jouer la gagne de cette étape. Les deux grands perdants aujourd'hui, c'est bien sûr Edvald Boasson-Hagen qui perd son maillot et c'est surtout Moreno Offland parce qu'il a demandé à sa formation de rouler. Ils ont fait un travail de préparation fantastique et au moment où la formation Katusha a mis en route, il n'était plus là. Ouais, on s'est fait piéger hein, notamment dans les derniers kilomètres. Même Mark Cavendish qui était trop loin. Il a réussi à rester au contact, mais il était trop loin, pas assez bien placé. Celui qui a bien couru, mais qui a manqué de puissance, c'est Greg Van Avermaet. Voilà, et Greg Van Avermaet a fait la course parfaite. Et regardez, Mark Cavendish, avec un manque d'équipier, n'a pas pu profiter du sillage. Il fallait absolument sprinter sur la partie gauche de la route. Cavendish à un moment donné a essayé de déboîter sur la droite dans le vent. C'est impossible face à des coureurs puissants comme Alexander Kristoff. On peut dire ce qu'on veut de la formation Katusha, mais dans ce genre de situation, ils sont quand même, Cédric, très très bien organisés. Et ça fait déjà 2 victoires d'étape pour Alexander Kristoff sur ce Tour du Qatar qui devance Greg Van Avermaet.